Deux invités à un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Chacun de leur côté, ils se sont donc préparés pour cette rencontre. Premier invité, qui êtes-vous ? Je m'appelle Ségolène Aimé, je suis médecin généticienne de formation et je travaille comme directrice de recherche à l'INSERM sur l'impact de la génétique en santé publique. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? On m'a invitée parce que je suis quelqu'un qui a une grande culture médicale et scientifique dans ce domaine et que je m'exprime souvent sur les questions de société liées à la génétique. Et je dis généralement très franchement ce que je pense. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Laurent Alexandre, je suis chirurgien urologue et je me consacre maintenant à la génomique, c'est-à-dire à l'analyse des chromosomes. Je préside une société belge qui s'appelle DNA Vision et qui est spécialisée dans le séquençage de l'ADN et des chromosomes. Et pourquoi vous, pour ce débat ? Parce que j'ai une passion pour la génomique et un grand intérêt pour le débat public et le débat politique sur les enjeux philosophiques, médicaux, technologiques, sociaux que la révolution de la génomique va entraîner dans les années qui viennent. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser, avec la lumière rouge qui s'allumera si on le juge utile. Allez, on commence. Première partie. Est-ce que la médecine est de plus en plus prédictive ? Ça veut dire qu'elle l'était dans le passé. Et je crois que c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a en fait pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Et que ça fait très très longtemps que les médecins et les gens prennent en compte leur santé en fonction de prédicteurs de la survenue de maladies. Et par exemple, tout le monde est habitué à la prise de la tension artérielle ou au dosage du cholestérol. Ce sont des indicateurs de risque qui ont une certaine valeur et qui sont pris en compte puisqu'on donne aux gens des traitements avant même qu'ils soient malades pour ne pas l'être. Donc en fait, la notion de médecine prédictive, elle n'est pas du tout née avec la génétique. Elle est née avec... Bien sûr, elle est très ancienne, mais elle est renforcée par la génétique. Parce que la génétique apporte quelque chose de nouveau. C'est la possibilité de prédire un facteur de risque, même si la maladie n'est pas obligatoire quand on a ce facteur de risque, très longtemps à l'avance, 10 ans, 20 ans, 30 ans à l'avance. Donc il y a un facteur nouveau, c'est la latence qu'il y a entre la prédiction et l'arrivée de la maladie, qui permet de davantage prévenir la maladie, de mettre en place un traitement préventif et une stratégie de prévention. Avant, on avait tendance à découvrir le facteur de risque assez peu de temps avant la maladie. On a un vrai changement de perspective temporelle. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que les changements temporels ne sont pas du tout survenus. Quand on fait comme ça un traitement de l'hypertension artérielle ou de l'hypercholestérolémie, c'est souvent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant que survienne l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Donc je ne vois pas du tout de temporalité modifiée. Et par exemple aussi, les grands facteurs de risque connus de maladies comme l'obésité ou le fait de fumer, le tabac, sont vraiment des facteurs de risque qui mettent 20 ans, 30 ans ou 40 ans à déclencher la maladie. Donc je trouve que cette notion de temporalité, pour moi, ne s'applique pas du tout et qu'en fait, on est dans une médecine prédictive dont la nature des tests change. On ne mesure plus le cholestérol, on va mesurer si on a le gène qui fabrique ce cholestérol. Mais pour moi, les notions sont strictement équivalentes à ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Non, bien sûr qu'on a toujours fait de la médecine prédictive. Et que le dépistage du cholestérol, c'est pour prévenir un accident cardiaque 20 ans plus tard, on est tout à fait d'accord. Mais la génétique apporte un élément nouveau, c'est qu'avant on avait un nombre limité de facteurs de risque, alors que la génétique entraîne un déluge de données. Et que pour le corps médical, toutes ces données ne sont pas pertinentes. Ces données doivent être triées, elles doivent être hiérarchisées, elles doivent être organisées, et il faut accompagner le patient dans son parcours de santé pour tenir compte de ces données. Et le fait nouveau, c'est quand même la multiplication des données liées notamment au séquençage intégral de l'ADN. C'est une révolution par le nombre de variables nouvelles qu'on va avoir à intégrer et qui vont nécessiter plus d'informatique, plus d'Internet et un dossier médical informatisé pour pouvoir traiter les centaines et les centaines de facteurs prédictifs que l'on va avoir. Alors avant de discuter de ça, moi je trouve qu'il faut quand même
qu'on discute de l'intérêt en soi de la médecine prédictive. La médecine prédictive, ça n'a d'intérêt que si on peut intervenir pour modifier le cours des choses. Quand les choses sont inéluctables, savoir à l'avance qu'on va mourir, je veux dire, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait grand monde qui voudrait savoir l'heure et la minute de sa mort. Et moi, ce que je dis en médecin expérimenté depuis longtemps dans ces domaines-là, c'est que il semble que modifier les modes de vie soit quelque chose de très très compliqué. Par exemple, le discours sur les risques liés au tabac, qui est exemplaire au sens où il n'y a pas de facteur de risque plus fort que celui-là, ne passe pas du tout. Et ce n'est pas pour des raisons de risque que les gens s'arrêtent de fumer ou il faut vraiment qu'ils soient confrontés dans leur famille ou qu'eux-mêmes aient un accident sévère pour tout d'un coup décider qu'il faut arrêter de fumer. Donc on sait d'expérience qu'il est très difficile de modifier les modes de vie et quand il y a des maladies sévères qui se pointent, il faut donc qu'il y ait des traitements éventuellement préventifs et ces traitements préventifs, ils n'existent pas beaucoup parce que les grands déterminants de la santé sont tous les déterminants liés à l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on mange, son alimentation, comment on vit plus qu'autre chose. Donc je ne vois pas très bien pourquoi affiner, si vous voulez, la prédiction va radicalement modifier les résultats. Non, mais je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes au début de la génétique. Oui. Il est encore assez difficile de savoir sur quelle pathologie on va pouvoir affiner grâce à la génétique, mais nous sommes au commencement. Il ne faut pas oublier que le coût du séquençage de l'ADN a été divisé par 1 million entre 2000 et aujourd'hui. Par 1 million. Nous ne sommes qu'au tout début. Il n'y a à l'heure actuelle que 100 personnes dans le monde dont l'ADN a été intégralement séquencé. Il y en aura plus d'1 million d'ici 2014. Donc nous ne sommes qu'au début de l'interprétation du génome. On découvre à l'heure actuelle des variations dans notre ADN chaque fois qu'on séquence une nouvelle personne. Le prix Nobel Desmond Tutu en Afrique du Sud a été séquencé le mois dernier et on a découvert 600 000 nouvelles variations inconnues jusqu'à maintenant dans son ADN qui n'avaient encore jamais été notées. Pour l'instant, les études ont été faites à partir des gene chips, c'est-à-dire des petites puces à ADN qui sont finalement une méthode assez archaïque qui va disparaître dans les années qui viennent et qui est remplacée par le séquençage intégral de l'ADN qui apporte beaucoup plus de renseignements. Il faut savoir qu'avec ces puces-là, on analyse 500 000 parties de notre ADN sur les 3 milliards, alors qu'avec les nouvelles techniques, on analyse les 3 milliards de positions chimiques de nos chromosomes. Donc là, il y a un changement d'échelle qui ne permet pas encore de dire sur les maladies communes quel va être l'apport exact de la génétique, parce que nous commençons à peine d'analyser les maladies communes, complexes, liées à plusieurs gènes, grâce aux techniques modernes. Nous saurons vers 2015-2020 quelle est la contribution exacte de la génétique, qui aujourd'hui est encore un petit peu floue, puisque les études ont été faites avec d'anciennes méthodes. Vous dites des choses très intéressantes auxquelles j'adhère tout à fait, mais moi je les interprète très différemment. Avec le savoir que nous avons sur les déterminants des maladies, nous pouvons déjà anticiper que de toute façon, ces connaissances-là auront peu d'intérêt pour la prise en charge des maladies communes. Pourquoi ? Parce que finalement, les déterminants génétiques, s'ils sont forts dans une pathologie, ils se voient cliniquement de façon simple par la transmission familiale. Et donc on sait que certaines pathologies sont purement génétiques, puis d'autres elles sont absolument accidentelles, et d'autres sont entre les deux avec un petit facteur de risque familial. Par exemple, les gens savent très bien quand ils sont dans une famille d'asthmatiques, ils ont plus de chances d'avoir des enfants asthmatiques ou allergiques. Bon, c'est du bon sens, ça s'appelait autrefois le terrain, maintenant on rebaptise ça avec des mots savants et génétiques, mais en fait c'est pas autre chose que ce qu'on disait autrefois pour le terrain. Puis il y a après ça les gens qui ont vraiment des maladies génétiques qui se transmettent directement, ça c'est la génétique médicale. Et il y a, je pense, dans l'esprit du grand public, même de certains professionnels, pas mal de confusion entre toutes ces cas de figure qui sont pourtant très distincts. On ne peut pas parler de la même façon de ce qu'on doit faire et peut faire pour les maladies familiales génétiques, où il y a réellement des services à rendre aux gens, et malheureusement, ce sont souvent des maladies très graves, et puis les maladies communes, où il y a une toute petite participation de la génétique, qui sont des petits facteurs de risque qui font qu'on est un petit peu plus susceptible que d'autres, mais ce petit facteur de risque est minime. Et tout ce qu'on sait des variants communs dans la population, des variants génétiques communs dans la population, qui nous donnent des petits facteurs de risque, ils multiplient le risque par
1,2, 1,5, 2. Ça veut dire que si on part par exemple d'un risque de 1%, il passe à 1,5% ou 2%. En gros, on s'en fiche complètement. Oui, alors il y a deux choses à dire. La première, c'est que pour l'instant, nous analysons 1/10 millième de l'ADN. Et les études dont vous parlez ont été faites à partir d'1/10 millième de l'ADN. C'est-à-dire à peine, entre 1 et 3 millions de points dans l'ADN analysés sur les 3 milliards. Donc nous n'avons regardé qu'une toute petite partie du continent. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas que l'ADN, il y a aussi la façon dont l'ADN est organisé, ce qu'on appelle l'épigénétique, les protéines autour duquel la molécule d'ADN est entourée et qui apportent beaucoup d'informations sur ces maladies. Ça n'est pas directement héréditaire. Ces protéines sont modifiées par l'environnement, mais leur observation donne des renseignements. Et je crois qu'on confond le déterminisme héréditaire et puis ce qui est observable. Il y a des choses dont on n'a pas hérité par papa-maman, mais que l'on peut regarder dans la molécule d'ADN et qui ont été inscrites autour de la molécule d'ADN dans l'environnement. Par exemple, quand on a un risque de diabète, on peut le voir dans les protéines qui entourent l'ADN, alors même que ça n'a pas forcément été transmis par son père et sa mère. Et donc le champ de la génomique est plus large que le champ de l'hérédité génétique liée à l'ADN. Bon, moi j'achète tout à fait cette idée-là. Je pense que l'expression de notre génome varie en fonction des sollicitations de l'environnement. Donc ça, ce sont des grandes leçons qui réconcilient l'éternel débat entre l'inné et l'acquis. Mais je voudrais quand même rappeler quelques faits qui éclairent l'interprétation de tout ce qu'on va trouver en génomique. Il faut quand même se rappeler qu'on est le produit d'une très longue évolution et que les gènes qui ont été sélectionnés au cours de cette évolution l'ont été en fonction de leur intérêt d'un point de vue de la survie de l'espèce dans des environnements particuliers. Or, notre environnement a énormément changé ces 100 dernières années, 150 dernières années avec l'industrialisation. Donc, beaucoup des gènes que nous avons maintenant et des variants génétiques sont le produit de cette sélection et notre interprétation de ce qu'ils signifient dans l'environnement actuel peut être complètement erronée à cause de ça. Bien sûr, mais il est clair que l'homme de Cro-Magnon avait une ration lipidique et une ration en sucre qui était très très faible, et on est passé d'un bon équilibre, avec des gènes bien adaptés à une période où il y avait très peu à manger et où il y avait beaucoup d'efforts physiques à faire pour aller à la chasse, dans un climat qui était souvent très froid, à un environnement où on peut manger tout ce qu'on veut et où on a une épidémie d'obésité. Et on voit aux États-Unis aujourd'hui à quel point ce décalage entre l'environnement et les gènes et notre génome est préoccupant, puisque un enfant sur 3 qui naît aux États-Unis aujourd'hui, si rien n'est fait, sera diabétique. Un enfant sur 3. On voit à quel point ce qu'on appelle en génétique le mismatch entre nos gènes et l'environnement dans lequel on évolue sont préoccupants. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait d'accord sur ce plan. Oui, mais enfin, pour combattre l'épidémie d'obésité, on n'a pas besoin de la génomique, la génétique, on a juste besoin de changer les modes de vie. Le discours ambiant sur la médecine génomique va révolutionner la médecine de demain, et puis la médecine prédictive va nous permettre d'éviter des tas de pathologies. Bon, c'est un discours qui n'a absolument aucun sens, et il faut s'interroger sur pourquoi il est tant vendu en tant que discours. Et il est vendu pour moi pour deux raisons. La première, c'est que la génétique a été en tant que discipline scientifique extrêmement productive depuis le programme Génome, et que les généticiens se sont habitués à être les stars du monde de la biologie, à ce que les financements aillent vers eux, et donc ils veulent continuer à faire, disons, briller les cuivres et à montrer que ce qu'ils font a un énorme intérêt parce que ça permet d'avoir plus d'argent pour travailler. Donc ça, c'est, si vous voulez, le lobby des scientifiques académiques qui est très légitime au sens où c'est normal que chacun essaye d'avoir de l'argent. Et bon, ils tiennent un discours qui survend, à mon avis, leur discipline, bien que je sois de cette discipline, je le dis franchement. Et le deuxième problème pour moi, c'est qu'il faut voir qu'il y a eu d'énormes investissements privés dans le domaine des développements de la génétique et de la génomique ensuite, particulièrement aux États-Unis, où à peu près 80% de la recherche a été payée directement par des fonds privés, et que quand on a autant investi, on veut des retours sur investissement. Ce que je vois actuellement, c'est que les techniques
disponibles sont utilisés à des fins commerciales, alors même que l'intérêt des tests qui sont offerts n'est pas démontré et qu'on peut même dire que les dangers de ces tests est avéré. Et il est clair que des approches consuméristes, comme on en voit sur Internet, avec la vente de tests à des patients qui ne peuvent pas interpréter facilement ces tests-là, sans l'intermédiaire du médecin, ne sont pas des bonnes méthodes. D'abord parce que ces tests sont construits à partir de technologies qui sont aujourd'hui archaïques et dépassées, et que de toute façon, la connaissance d'une prédisposition génétique ne peut être donnée que par les médecins au travers du corps médical, parce qu'il faut accompagner la découverte de ces facteurs de risque, les expliciter, car il n'est pas très facile aux patients de comprendre une probabilité d'avoir une maladie, notamment quand il s'agit d'une maladie grave, et que comme tout diagnostic concernant les maladies graves, il n'est pas déontologique, il n'est pas humain, il n'est pas moral de laisser un patient découvrir tout seul qu'il a un risque important d'être handicapé ou d'être gravement malade, voire même de mourir. Et c'est pourtant ce qui est en train d'arriver très largement à grande échelle. Il y a actuellement une véritable offre de tests génétiques par des laboratoires privés. Et il est très facile de les réaliser. Du charlatanisme, il y en a toujours eu. Il est clair qu'il faut contrôler ce qui se fait et se vend sur Internet dans le domaine des thérapeutiques nouvelles, qu'il s'agisse de cellules souches ou de génomiques, et qu'il y aura toujours des salopards qu'il faudra contrôler. Ils existaient avant Internet et ils existeront du temps de l'Internet. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce plan-là. Vous parlez de pratiques douteuses, mais certains tests génétiques, effectués depuis longtemps légalement cette fois-ci, au tout début de la vie, posent aussi des questions éthiques. La régulation de l'utilisation des tests génétiques va être rendue encore plus complexe par le développement de ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire et le diagnostic prénatal, c'est-à-dire la possibilité de tester génétiquement l'embryon. Et on a des dérives tout à fait étonnantes. On a vu en Angleterre naître le problème des parents sourds qui, dans un certain nombre de cas, choisissaient de faire des tests génétiques sur leur enfant pour être certains d'avoir un enfant sourd. Et donc, la loi s'apprête à interdire en Angleterre de choisir, quand on est parent, un embryon atteint d'une maladie. C'est un cas tout à fait paradoxal, mais qui montre la complexité de cette régulation et le fait qu'un encadrement des tests sur l'embryon sont absolument nécessaires. Bon, vous donnez comme exemple, pour faire réfléchir, quelque chose qui est quand même extrêmement marginal. C'est tout à fait vrai que dans la surdité, il y a une communauté des sourds qui valorise la surdité et qui donc souhaite avoir des enfants sourds, mais c'est très, 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 très marginal. Donc le débat, il n'est pas tout à fait à est-ce que demain, tout le monde va faire des enfants avec du diagnostic préimplantatoire. Je ne sais pas si vous savez comment ça se fait, mais je sais que vous savez, vous, mais ça se fait avec une fécondation artificielle, c'est-à-dire qu'on ne fait plus le bébé dans son lit, on le fait par des méthodes qui sont quand même très très peu attractives. Ça coûte très très cher parce qu'il faut préparer la mère à avoir une ovulation, prélever les ovules, faire une insémination artificielle, puis prélever une cellule pour aller l'examiner avant de réimplanter l'embryon. C'est réservé à un très petit nombre de gens qui ont recours in extremis à cette solution parce qu'ils ont vécu généralement des choses horribles avant. Pour l'instant, ça ne se fait que pour des familles qui ont eu déjà un enfant, 2 enfants atteints, 1 ou 2 diagnostics prénatals avec interruption médicale de grossesse qui ne veulent pas revivre ces choses-là. Il y a environ 200 demandes par an en France. Et c'est à peu près la même chose dans les autres grands pays développés. Donc c'est très très marginal comme demande parce que quand même le bon sens prévaut et que les gens préfèrent faire les bébés dans leur lit. Bon. Donc je pense que ça va continuer un bon moment. Hein. Voilà. Donc on n'est pas prêt à faire... Sur le diagnostic préimplantatoire, nous sommes d'accord, la technique va rester marginale, même s'il y a de plus en plus de fécondation in vitro. En revanche, sur le diagnostic prénatal, alors ça, c'est un le préalable... On a aujourd'hui quand même une généralisation, une quasi-généralisation pour les femmes d'un certain âge d'amniosynthèse, c'est-à-dire de prélèvement du liquide qui entoure le bébé avec recherche de la trisomie 21. Et comme vous le savez, dans les pays comme la France, à peu près 95 à 97% des trisomies 21, ce qu'on appelle traditionnellement le mongolisme,
entraîne une interruption médicale de grossesse. Donc on montre qu'il y a quand même une tentation, je dirais eugénique, c'est-à-dire de choix de pratiquer un avortement quand l'embryon est porteur d'une maladie grave. Et on peut se demander quelle en sera la limite dans les années qui viennent, puisque certains sondages aux États-Unis ont montré qu'une majorité de parents aimeraient pouvoir prédire un trouble cardiaque, une maladie oculaire, une surdité, voire un retard intellectuel chez leur enfant, et seraient prêts à faire une interruption médicale de grossesse dans ce cas-là. Il est probable que le fantasme de l'enfant parfait entraîne un développement des techniques de diagnostic génétique par diagnostic prénatal dans les années qui viennent, et que cela devra être encadré, bien évidemment. Le diagnostic prénatal existe depuis les années 70. Moi, j'ai commencé le premier laboratoire de diagnostic prénatal à Marseille en 1975. On était les pionniers. Donc, j'ai vécu vraiment tout le développement du diagnostic prénatal et j'ai un discours complètement différent du vôtre. Je pense que les couples qui ont recours au diagnostic prénatal n'ont pas le fantasme de l'enfant parfait. Ils ont un sentiment très naturel qui est de donner la vie pour que l'enfant soit heureux. Et donc, moi, je dis que quand il y a du diagnostic prénatal et d'interruption médicale de grossesse, dans l'immense majorité des cas, les gens le font par amour pour l'enfant, non pas pour se protéger d'avoir un enfant qui va leur poser des problèmes et qui va pourrir leur vie, mais au contraire pour éviter à cet enfant qu'ils ont désiré d'avoir une vie malheureuse et d'être gravement malade parce qu'il se sentirait extraordinairement responsable de cet état de fait. Ce qui est probable, c'est que d'ici la fin de la décennie, on soit capable de faire ces tests génétiques, non pas en mettant une aiguille dans le ventre de la maman, ce qui entraîne un avortement tous les 200 amniosynthèses, mais en recherchant des cellules du fœtus qui passent dans la circulation de la maman, ce qu'on appelle les cellules circulantes. Et donc la généralisation des tests, nous sommes bien d'accord sur plusieurs milliers de maladies, il y a des kits à 1500 maladies qui vont arriver dans les 2 années qui viennent, va poser des tas de questions éthiques et il faut y réfléchir dès à présent, car on peut se demander quelles sont les limites que l'on autorisera à l'interruption médicale de grossesse derrière ces tests-là, et que considérera-t-on comme normal, comme acceptable, et quelle sera la ligne rouge que la société mettra en interdisant une généralisation d'un eugénisme, même si c'est pour le bien du Non, il ne faut pas parler d'eugénisme, parce que l'eugénisme n'existe quand c'est une politique d'État qui définit que la réduction... Il peut y avoir un eugénisme social qui n'est pas imposé par l'État, mais qui est imposé par la pression sociale. Sur la trisomie 21, le fait que l'immense majorité des enfants trisomiques 21 soient avortés par interruption médicale de grossesse est une forme d'eugénisme. Ce n'est pas un eugénisme d'État. L'État n'oblige pas, mais la pression sociale fait que les parents se sentent obligés. Et on est près de 100% d'avortement dans ce cas-là. On voit bien que c'est une pression eugéniste, même si elle n'est pas imposée par l'État. Elle est imposée par la société. Je pense qu'il y a un devoir d'évaluer l'utilité réelle, l'utilité clinique des tests avant leur mise sur le marché. Les médicaments, par exemple, n'ont pas le droit d'être sur le marché sans avoir prouvé leur efficacité et leur innocuité, c'est-à-dire le fait qu'ils n'entraînaient pas d'effets secondaires défavorables. Donc il y a une vraie évaluation du produit dans sa finalité. Pour les tests, actuellement, ce n'est pas le cas. On vérifie que techniquement, donc, il est correct, mais on ne s'interroge pas, pour la mise sur le marché, sur son intérêt et sur comment il va être utilisé et à quelle fin. Le principal challenge va être sur la hiérarchisation de ces tests. Comment le médecin va faire quand il va y avoir une multiplication des tests? Parce qu'aujourd'hui, nous raisonnons test par test. Gène de prédisposition par gène de prédisposition. Mais demain, nous allons avoir le séquençage intégral et on va avoir des centaines et des centaines de résultats immédiatement, alors qu'avant, on allait chercher un test donné. On va se retrouver avec un déluge d'informations dont nous parlions tout à l'heure, et la hiérarchisation de ces tests et des informations fournies par les tests va être beaucoup, beaucoup plus cruciale encore qu'aujourd'hui. Et je suis d'accord avec vous, il faudra des grands programmes épidémiologiques pour évaluer l'utilité de ces tests et la façon dont on peut les introduire dans une politique de santé publique raisonnable, pathologie par pathologie.
c'est très bien, tout le monde ne peut qu'adhérer à ce que vous dites. Simplement, vous ne parlez pas de la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est que cette offre se multiplie et que les discours qui se tiennent sur ces tests génétiques sont des discours qu'il faut combattre. Et donc, comment va-t-on faire pour expliquer aux gens que c'est pas très raisonnable d'aller chercher sur des sites internet comment se faire tester pour des gènes de susceptibilité ou des gènes de déterminisme de maladies graves. Si ces tests étaient nécessaires pour eux, ils seraient offerts dans le système de santé. D'ailleurs, ils le sont quand ce sont des tests de maladies graves. S'il y a un souci dans leur famille, il faut qu'ils aillent consulter dans une consultation génétique et on leur fera tous les tests. Ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. On a vu au début du scanner que les gens qui avaient des tumeurs cérébrales et qui avaient besoin d'un scanner n'en avaient pas et qui avaient la queue. On a vu au moment du début de l'hémodialyse en Angleterre que les gens qui avaient besoin d'être dialysés ne l'étaient pas et devaient faire la queue. Donc, ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. Il pourrait tout à fait y avoir un rationnement des tests. On l'a déjà vu dans l'histoire du système de santé, ici et ailleurs. Le discours réducteur, le discours simplificateur génétique doit être combattu. Nous sommes tout à fait d'accord. La génétique est quelque chose de plus complexe que ce qu'on annonce dans les médias. Et moi, ce qui me soucie, c'est qu'il y a très très peu de gens pour s'élever contre ces faits. Parce qu'il y a une vraie collusion du monde de la génétique pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, qui est qu'ils veulent promouvoir leur discipline pour continuer à avoir des gros financements. C'est surtout que la matière est jeune. Et il faut bien expliquer ça aux patients pour qu'il n'y ait pas, d'une part, des faux espoirs et qu'il n'y ait pas une niche écologique, si j'ose m'exprimer ainsi, pour les margoulins de la génétique qui vont promouvoir des tests non validés, non utiles pour les patients, dans une démarche consumériste, mercantile, intéressée. Il y a un consensus absolu entre nous là-dessus. Eh bien, donc, on conclura en disant que la médecine prédictive génétique n'est pas pour demain. La médecine génétique prédictive, elle est pour les 10 années qui viennent, non. Progressivement, et j'en ai la conviction. Alors, on diffère profondément sur cette prédiction. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec 2 nouveaux invités pour débattre et s'écouter.